Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rachel Liu, cofondatrice de Human Tempo, coach et qui a eu également un long parcours dans l'entrepreneuriat social. Bonjour Rachel. Bonjour Ariane. Rachel, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et puis de ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Avec plaisir. Déjà ravie d'être là. Donc pour parler un peu de mon parcours, on va dire de ma jeunesse, je suis née dans une famille biculturelle parce que j'ai un papa chinois. Et donc pendant mon enfance, en fait, ma jeunesse, j'ai passé du temps à la fois en France et en Asie. Donc notamment à Taïwan, où j'ai passé en fait 2 fois 2 longs séjours, un de 4 ans et un de 2 ans, ce qui fait que j'ai expérimenté la première fois l'école chinoise et puis la deuxième fois le lycée américain. J'en parle parce que ça m'a donné une perspective un petit peu différente sur la vie, en tout cas une envie de m'ouvrir à tout ce qui était des cultures différentes, l'acceptation de l'autre, voilà, et puis la découverte on pouvait avoir des interprétations différentes de la même chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui. Ensuite, je suis revenue en France pour passer mon bac français et finalement, j'ai fait une prépa, j'ai fait HEC, donc entre 97 et 2000. Et puis j'en suis sortie en 2001 avec la conviction qu'en fait, un bon diplôme, c'était des droits, mais aussi des devoirs, au sens où j'avais vraiment le sentiment que je souhaitais contribuer à faire de ce monde un endroit un peu meilleur, à la hauteur de mes possibilités. Et à l'époque, ce qui me passionnait, c'était le commerce équitable. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans ma première aventure entrepreneuriale en créant une entreprise entre 2001 et 2002, une marque de vêtements bio-équitables. Je crois qu'on était les premiers en France à faire ça. Et est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton entreprise et quelle est sa proposition de valeur ? Bien sûr. Donc, Human Tempo, que j'ai créé en 2018 avec Virginie, officiellement, c'est un organisme de formation. Et notre ambition, c'est de proposer des clés, de donner des clés aux personnes lorsqu'elles traversent un moment de vie compliqué. Donc, les accompagner, être à la fois à leur côté et les autonomiser. Donc, notre première action, ça a été vraiment pour les personnes en situation d'épuisement. Donc, ça peut aller de la personne qui est très fatiguée, qui sent qu'il va falloir vraiment qu'elle change de rythme si elle veut que ça soit tenable, jusqu'aux personnes qui sont en burn-out avéré, voire en arrêt depuis plusieurs années, en fait. Donc, souvent, alors comme on fait ça de manière résidentielle, c'est vrai qu'on appelle nos maisons des lieux à la fois refuge et ressources, puisqu'il s'agit à la fois de se reposer et en même temps d'apprendre des choses. Voilà. Et c'est quoi le déclencheur ? Pourquoi tu as créé cette entreprise en fait, c'est qu'est-ce qui t'a animé et puis, qui sont tes clients d'ailleurs ?
Ouais, alors, écoute, moi, j'ai une tendance, peut-être que certaines d'entre vous, ou même parmi les auditeurs, vous vous reconnaîtrez là-dedans. J'ai une tendance à m'impliquer très, très fortement, lorsque je crois, au projet et à n'aller que dans des projets dans lesquels je crois. Ce qui fait que, eh bien, si je ne fais pas attention, et je peux très facilement, y passer, de très longues heures, vouloir, en faire toujours plus parce que ça me passionne. Tout ça couplé à un sens du devoir, très fort. Donc, voilà, si quelqu'un doit rester tard, bah, je vais être la première à dire oui. Si quelqu'un doit prendre la plus petite chambre, lors d'un week-end entre amis, bien sûr que je vais me porter volontaire tout de suite. Donc, ce qui fait que, j'ai une tendance à aller jusqu'à l'épuisement assez vite. Et tant que j'étais jeune, que j'avais pas forcément de charge familiale, hem et finalement qu'il y avait moins d'outils numériques, je pense que je réussissais à peu près à réguler, puis j'ai une bonne santé, une bonne énergie et au fur et à mesure, que le temps a passé, eh bien, j'ai traversé dans ma vie 2 moments où, j'étais en épuisement avéré. Donc la première fois quand, mon entreprise a dû fermer, ses portes au bout de 12 années. Et la deuxième fois, en tant que dirigeante d'association dans l'économie sociale et solidaire, où l'association a été traversée par une forte crise. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans à tenir le bateau à bout de bras, eh bien, je me suis sentie flancher aussi. Voilà, donc ça m'a vraiment fait réfléchir et je me suis dit, est-ce que vraiment, déjà, est-ce que c'est normal, de traverser autant, de moments complexes dans sa vie? Et en fait, en regardant les chiffres, c'est peut-être pas normal, mais en tout cas, c'est très classique puisque, 50 des personnes, du monde professionnel vont à un moment traverser, ce qu'on va qualifier d'épuisement ou burn-out. Et la deuxième chose qui m'est venue, c'est: «Mais quand même, on est très mal accompagné dans ces moments-là». Déjà, moi, j'avais aucune, formation, en fait, la première fois, je ne savais même pas vraiment dire ce qui se passait, si ce n'est que j'avais plein de symptômes désagréables. Je me sentais au fond du trou et que, j'avais envie, de balancer, l'ensemble de ma vie par la fenêtre. Et la deuxième fois, bien, je me suis dit: «Tiens, je reconnais un peu tout ce qui se passe là. On va essayer de vivre ça les yeux ouverts, de regarder, bah, qu'est-ce qui m'arrive en fait?» Essayer de décrypter ça et puis, bah, me documenter, me former, pour pouvoir, déjà moi-même ne pas y retourner et pourquoi pas, en fait, pouvoir partager, en fait, cette expérience, voire contribuer à faire en sorte que, bah, ces fameux 50 de personnes qui vont traverser un moment compliqué puissent soit l'éviter, soit au moins avoir, des clés pour, en sortir, moins douloureusement, quoi. Je suis assez sidérée par ce chiffre, la moitié des gens qui travaillent, ça me semble, énorme. Hem et du coup, qui sont justement tes clients, qui viennent, en césure, Human Tempo? Ouais, bien sûr. Alors sur le chiffre, on en trouve, de toutes sortes, puisque justement le burn-out ou épuisement a pour caractéristique de ne pas être officiellement diagnostiqué, la plupart des temps. Donc en fait, c'est plus, par rapport à ce que disent les gens. Voilà, est-ce que dans votre vie, à un moment, vous avez connu un moment où vous étiez vraiment épuisé, où vous aviez tel symptôme? Et ben, tu as, la moitié des gens environ, hein, qui, répondent: «Oui, ça m'est déjà arrivé». Et quand tu libères la parole, à ce sujet-là, il y a un nombre incroyable de gens qui disent: «Mais tu sais, j'en ai jamais parlé, mais il y a, 5 ans, j'ai été obligée de rester chez moi pendant 2 mois, je me sentais très mal» et cetera. Et même sans arriver à mettre le mot burn-out, dessus. Et voilà, donc chiffre, voilà, qui est pas un chiffre officiel. Il y a plein de chiffres qui traînent. Un chiffre intéressant aussi, c'est celui, du sondage OpinionWay, en fait, qui indique le nombre de personnes qui se déclarent être en détresse psychologique avancée. Donc ça oscille entre 38 et 44 des salariés, voilà, qui cochent la case, «Oui, je suis en détresse psychologique avancée». Donc ça me paraît incroyable autant qu'à toi. Et excuse-moi pour cette petite digression autour des chiffres et j'ai oublié ta question, Armelle. Et alors du coup, qui sont, tes clients? Quelle typologie personnes viennent, participer aux césures Human Tempo? Bien sûr. Alors, on a toutes sortes de personnes. Je pondère simplement ça par le fait qu'à ce jour, on reste une structure, qui a des coûts, qui est une entreprise, hein, donc les séjours sont payants. Certains arrivent à obtenir une prise en charge, mais disons que, évidemment, les gens qui ne peuvent pas, financer un séjour de ce type-là, même si on reste à des tarifs, raisonnables, hein, puisqu'on est à 1 500 € la formation, tout compris, et bien, voilà, on peut pas avoir les personnes qui ont vraiment, des revenus peut-être plus faibles.
Donc, on a aussi bien évidemment en surreprésentation des, je vais dire des cadres supérieurs, donc CSP+, qui travaillent dans des entreprises, start-up, grosses entreprises, ou qui sont auto-entrepreneurs, libéraux, et cetera. Donc en général, le profil type, on va dire, ça va être 35-55 ans. On a surtout des femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont plus touchées. Ça veut simplement dire que les femmes sont plus prêtes à accepter de se faire aider. Là où les hommes vont compenser en fait autant que possible par excès de sport, voire alcool ou achat d'une Ferrari. Donc voilà, femmes 35-55 ans, plutôt CSP+, avec par ailleurs un profil très engagé. Donc des gens, je leur dis hein, le premier soir, statistiquement, je sais que vous êtes des gens formidables parce que ce sont surtout des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont des valeurs, qui essayent de faire les choses bien, qui pensent aux autres avant eux-mêmes, qui ont une très forte capacité à encaisser la charge de travail. Sinon, elles ne seraient pas allées jusqu'à ce stade d'épuisement en fait. Donc, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des personnes, je mets des gros guillemets, faibles ou fragiles, mais bien au contraire des personnes fortes, qui sont des vrais atouts pour la société, leurs proches, leur entreprise, et qui un jour sont rattrapés par une réalité qui est, on a tous des limites. Donc, on ne peut pas aller aussi loin que ce qu'on aimerait parfois, et il y a un prix à payer. Donc, autant le savoir et bien gérer. Et puis, ben, évidemment, on a aussi des personnes, par exemple, des infirmières, des enseignants. On a un partenariat avec la MGEN et l'éducation nationale, donc on a effectivement des enseignants qui viennent par ce biais-là. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a un paysagiste. La semaine dernière, on avait une assistante sociale, voilà, toutes sortes de personnes. Et est-ce que vous avez défini vos valeurs chez Human Tempo, les valeurs autour desquelles rassembler les collaborateurs, ou du moins celles qui définissent Human Tempo? Alors, on n'a pas officiellement fait une sorte de charte de nos valeurs. Je pense qu'on est encore un peu jeune et puis l'équipe est encore fluctuante parce que jusqu'à récemment, on travaillait beaucoup avec des CDD, on ne pouvait pas encore s'engager à long terme. Mais je dirais que le nom Human Tempo rassemble bien deux valeurs clés. La première, c'est l'humain, c'est-à-dire que la priorité, c'est vraiment la qualité de la relation humaine. Je te donne un exemple de comment on applique cette valeur. C'est tout simplement qu'en fait, on va choisir les personnes qui collaborent avec Human Tempo selon avant tout leur savoir-être et beaucoup moins leur savoir-faire. Donc, je préfère embaucher un thérapeute qui a 2 ans d'expérience, mais qui est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur elle ou lui et qui a un très bon relationnel, plutôt que la personne qui va me sortir ses 10 diplômes et qui a 20 ans d'expérience, mais où je sens que le relationnel est peut-être moins sa priorité. Voilà. Donc, l'humain. Et puis même nous, avec les participants, on pose les choses dès le début, hein, dès le premier soir. C'est-à-dire que pour nous, voilà, quand ils viennent ici et qu'ils acceptent de se faire accompagner pour nous, on les considère juste comme un être humain. Et on laisse de côté les différents rôles, casquettes, étiquettes, etc. Donc humain, comme dans Human Tempo, et tempo au sens où en fait, on n'est pas là pour dire que le but, c'est à tout prix de ralentir, à tout prix d'être en mode zen en permanence. C'est qu'en fait, on a tous différents tempos. Et l'idée, c'est d'apprendre à maîtriser ces différents tempos. C'est-à-dire quand on a envie d'aller vite et que ça nous éclate et que c'est important pour nous, qu'on puisse le faire, mais qu'on puisse aussi ralentir. Donc finalement, savoir pianoter sur toute la gamme. Voilà, pour nous, c'est important de pas alors, pour nous, c'est important que tous les tempos soient valorisés et acceptés. Dans la singularité de chaque individu, c'est ça? Ouais, et puis chaque journée est différente. Là, il y a des jours où on se sent un peu plus ramollo, c'est OK. Et il y a des jours où soit les circonstances, soit on a envie de foncer, on a plein d'idées. C'est OK aussi, en fait. Le tout, c'est de savoir gérer ça, de pouvoir le décrypter et de mettre en face les ressources nécessaires. Par exemple, si tu as une semaine où tu dois être à fond parce que voilà, tu as plein de contraintes, ou au contraire, tu as envie, tu as plein d'énergie, tu y vas à fond,
Juste savoir que derrière, va falloir prévoir un temps un peu plus lent pour récupérer tout ça. Sinon, à force de foncer, à un moment, tu fonces dans un mur, ce qui arrive, aux personnes qu'on accueille, avec les meilleures intentions du monde, bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions, actuelles? Et est-ce que, tu as des gros challenges à relever en ce moment? Ouais. Alors, donc ce que j'aime dans mes missions actuelles, c'est vraiment la variété. En fait, j'ai choisi aussi, ce type, de poste et puis de faire du résidentiel parce que, mes journées, alors, ne se ressemblent jamais et elles ont un panel énorme d'activités. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'arrive, je me dis: «Ah, il faut que je nourrisse les poissons puisque la fille qui, doit le faire, est absente, tous les lundis». Ensuite, «Ah bah, il y a des poules qui se sont échappées, je vais vite les remettre dans leur enclos». Puis, je passe une tête au petit-déj, je dis bonjour à tout le monde, je vérifie que l'ambiance est bonne. S'il y a quelqu'un qui veut me parler, hop, je le prends 5 minutes dans le couloir pour, avancer sur quelque chose. Puis, je vais, faire un appel téléphonique avec une personne qui a ah pardon. Puis je vais faire un appel téléphonique avec une personne, qui, se pose la question de s'inscrire et qui va, être en larmes au téléphone et m'expliquer que ça va pas du tout. Ensuite, quelques mails sur mon ordi et animer un atelier d'une heure. Et enfin, en repartant, je penserai à emmener le compost et peut-être à fermer les fenêtres parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc, cette diversité me convient très très bien. Comme pas mal de personnes qu'on reçoit, j'ai tendance à aimer justement avoir des choses différentes et à m'ennuyer un peu si on me pose toute la journée devant un ordinateur. Voilà. Bon, tu es une vraie, chef d'entreprise, tu es la femme de ménage, l'assistante, la dirigeante, la productrice, tout à la fois finalement. C'est ça. C'est ça. Alors je sais que plus on va grandir et moins ça sera le cas, mais j'aimerais beaucoup réussir à préserver quelques moments où justement je mets les mains dans le cambouis et je ne suis pas juste, en haut, au 8e étage de la tour Human Tempo, pour, uniquement gérer, les problèmes. Voilà. Et tu me demandais aussi les défis? Donc on écoute, on vient de franchir un très grand palier pour Human Tempo, il y a 3 mois là, puisqu'on a enfin pu acquérir notre premier lieu en propre. Donc ça y est, on a acheté notre premier château. Merci, ouais. Ça faisait 2 ans qu'on était sur le projet, donc qui se situe à Cuisery, donc en Saône-et-Loire, à côté de notre domicile à Virginie et moi-même, donc Virginie étant mon associée. Et effectivement, ça a été difficile, de convaincre, les banquiers, mais avant on a loué pendant, 2 ans quasiment, ce qui nous a permis de montrer des résultats et donc d'avoir malgré, la période qui est peu propice, d'avoir la chance d'obtenir un prêt bancaire et maintenant d'être dans nos murs. Voilà. Moi, j'avais une question sur la durée des séjours en moyenne. Est-ce qu'il y a plusieurs, alors je sais pas, plusieurs types Bien de sûr. séjours, plusieurs formules? Parce que là, tu nous as parlé de ton quotidien, à toi, professionnel, mais comment ça se passe pour les gens qui viennent te voir? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, tout à fait. Donc, on a plusieurs types de séjours. Je vais commencer par parler du séjour qu'on fait le plus. C'est le séjour qui s'appelle recharge. Donc, chez nous, on appelle ça des césures. Donc, la césure recharge, qui est le programme anti-burnout. Alors, comme tous nos programmes de formation, en fait, c'est une formation résidentielle de 5 jours. Les gens arrivent le dimanche en fin de journée et repartent le vendredi après-midi. Donc, comme tu t'en doutes, on n'a aucune prétention en 5 jours de résoudre l'intégralité des problèmes des gens, ni de les sortir du burn-out, au sens où dès le lendemain, ça y est, la page est tournée, ils peuvent retourner au travail comme avant. Donc souvent, on dit qu'en fait, lors de ces séjours, il s'agit de donner les clés aux gens et aussi, grâce à la formule résidentielle, de provoquer un déclic. Et de fait, on fait nos petites statistiques et on a 70% des gens qui nous disent avoir vécu des prises de conscience majeures lors du séjour. Au sens où le fait de sortir de chez soi, déjà de prendre la décision de s'absenter pendant une semaine pour s'occuper de soi, pour s'occuper spécifiquement de ce sujet-là, puis d'être avec d'autres personnes qui traversent la même chose, donc c'est hyper libérateur aussi, parce que tu peux en parler librement sans avoir le sentiment d'être jugé. Plus les clés, plus les massages,
le yoga, le pilate, les balades dans la nature, le hammam, le sauna, le jacuzzi, bref, ça permet en fait de relâcher les tensions dans le corps et il se passe quelque chose dans la tête à un moment et des personnes arrivent à vraiment, lâcher des choses, par exemple, qu'elles n'arrivaient pas à lâcher, tirer un trait sur un épisode de leur passé, s'autoriser à ne plus culpabiliser. Il y a des tensions dans le corps qui peuvent aussi, s'en aller. Voilà, la semaine dernière, on a une personne qui disait: «Ben, voilà, le séjour se termine, je n'ai plus mal nulle part pour la première fois depuis 2 ans et en fait, ça me fait très bizarre». Donc c'est une nouvelle page pour moi. Voilà. Ouais, je pense aussi à une assistante sociale qui avait réussi pendant la césure à accepter qu'elle avait fait son rôle, que voilà, 20 ans au service des populations les plus en difficulté, c'était déjà énorme et qu'aujourd'hui, elle n'était plus obligée de continuer. Qu'elle avait le droit aussi de faire un job qui lui plaisait à elle, sans que ça soit nécessairement au service des autres. Dans le cadre de Human Tempo, vous avez choisi de faire une levée de fonds. Qu'est-ce qui vous a conduit sur cette voie? Donc chez Human Tempo, en fait, depuis le début avec Virginie, mon associée, on s'est dit que si le concept fonctionnait bien, on avait envie d'être en mesure de le déployer. Parce que vu la quantité de personnes qui traversent des moments de difficulté, de souffrance ou d'intenses problèmes dans leur vie, eh bien, c'était important en fait qu'il y ait ce type de proposition. Donc, on a tout de suite eu l'idée qu'on pourrait déployer plusieurs Human Tempo, plusieurs maisons Human Tempo à travers la France et pourquoi pas ailleurs, hein. Donc, notre philosophie, ça a toujours été d'avancer pas à pas et en même temps de voir loin. Donc, pour ça, en fait, on a le premier obstacle. Pour ça, le premier obstacle sur lequel on a buté, c'était la possibilité d'acquérir un lieu. Et donc, c'est ça qui a motivé notre désir de lever des fonds, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, si on veut à un moment aller plus vite, il va falloir qu'on puisse acquérir un lieu assez rapidement. Et si on met 5 ans à acquérir notre propre lieu, on se met vraiment en danger. Donc finalement, voilà, on a commencé à chercher à lever des fonds pour ce projet-là, tout en se disant en parallèle, on va suivre la voie classique faire développer à notre pas et puis on verra à quel moment en fait les 2 se croisent, c'est-à-dire notre développement organique et le fait qu'un investisseur nous rejoigne. Donc, alors comme il s'est passé tellement de choses sur cette levée de fonds, j'essaye d'être claire. En fait, on a fait le tour des différentes structures qui auraient pu nous financer. Et c'est vrai qu'on n'a pas rencontré la personne qui a vraiment flashé sur le projet et pour qui le projet pouvait correspondre à sa vocation d'investissement. Donc finalement, en fait, c'était entre 2019 et 2021 surtout qu'on a rencontré les différents fonds. Et c'est vrai qu'il y avait une fascination pour le monde de la tech. Nous, on n'est pas du tout dans ce monde-là et on ne souhaite pas l'être parce que, comme je dis, je pense que personne n'est jamais sorti du burn-out en regardant des vidéos en ligne. Donc, finalement, voilà, on a commencé on a continué notre chemin. On a à un moment failli travailler avec la Caisse des dépôts qui était vraiment fan du projet, qui était prête à investir. Mais on s'est rendu compte que eux, ils étaient énormes par rapport à nous et que finalement, on se retrouvait à devoir suivre leur rythme à eux. Et leur rythme à eux n'est pas du tout le rythme d'une petite structure. Donc, on était parti sur un calendrier de 3 ans. Et à être trop obnubilé par ce projet-là, on aurait laissé de côté en fait notre développement à côté. C'est-à-dire le fait de prêter attention à nos clients, à développer notre savoir-faire, notre équipe, etc. Puisque on était sur un projet à 3 millions d'euros pour acheter un lieu, créer 30 chambres, réhabiliter entièrement un château, etc. Ce qui était en soi un super projet, mais que clairement, on n'avait pas les moyens en termes de ressources humaines de faire en parallèle de notre propre développement. Donc finalement, à un moment, je me suis dit, bon, ok, on va bootstrapper un cran plus loin. Ce qu'on a fait, hein. Donc on a été chercher du love money. En se disant, on va commencer par créer notre premier lieu avec nos moyens. On laisse tomber l'idée d'un super lieu parfait, idéal, à 30 chambres.
et on va dégrader en fait ce premier prototype, pas pour les clients, hein, mais en termes de taille. Donc finalement, la question c'est devenu qu'est-ce qu'on peut se payer avec les moyens du bord. Une fois qu'on aura fait ce premier lieu qui sera notre réel prototype, POC, enfin on l'appelle comme on veut, et bien là, on pourra beaucoup plus facilement être être un interlocuteur qui a plus de valeur autour de la table face à des investisseurs. Voilà. En fait, si tu veux, pour reprendre, nous, on pensait que notre prototype, notre POC, était convaincant du fait qu'on avait loué pendant un an un château et qu'on avait réussi à le faire tourner sur les mois où les propriétaires nous l'avaient confié. Donc 7 mois par an, on avait été rentable, les gens étaient très contents, etc. Et finalement, bah, c'était insuffisant pour les investisseurs, sachant qu'on n'est pas sur un secteur facile à comprendre, hein, c'est une innovation. On va pas aller à des rentabilités incroyables, mais voilà, il y a un côté quand même pour nous engagé, social, etc. Et en même temps, c'est pas sur les créneaux-types de la RSE. Voilà, tout ce qui est épuisement, accompagner les gens quand ça va pas, finalement, c'est moins vendeur que réduire le bilan carbone ou s'adresser à des personnes avec un handicap. Pour l'instant, c'est pas encore dans les radars numéro un de la RSE. Vous êtes un peu à la croisée des chemins parce que vous êtes à la fois sur le secteur du tourisme, à la fois sur le secteur de la santé, à la fois sur le secteur de la formation. Comment vous avez fait finalement? Par rapport à ta question, Armel, effectivement, on est un peu à la croisée des chemins. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a posé problème au début, parce que en fait, on était à la fois une structure, on va dire engagée, avec un côté voilà social. On était une partie tourisme, puisque les gens viennent, résident dans nos lieux. Et puis, j'en ai pas encore parlé, mais on a aussi des césures 100% bien-être, tu vois, qui sont pas particulièrement de la formation. On est un peu sur le secteur de la santé, puisque le burn-out, ben, les gens sont en arrêt maladie, donc ils dépendent de tout ce qui est sécurité sociale, et également de la formation, puisqu'on leur transmet des choses. Donc, quand on se présentait au tout début, on était assez peu lisible finalement, parce que bah, je pense comme beaucoup de projets innovants, on était dans différents secteurs, et notamment quand on a voulu choisir un code NAF, quand on a dû ouvrir notre compte en banque, on ne savait jamais trop quoi mettre. Donc, à un moment, on a réalisé qu'on ne pouvait pas être entre trois cases et qu'il fallait faire un choix. Même si c'était pas le bon choix, il n'y a pas de bon choix si tu veux, au sens où il n'y a pas la case qui nous correspond. Donc, il fallait en choisir une et on a un peu creusé les différentes options et finalement, la case formation, c'était celle qui était la plus adaptée à nous. La case santé, c'est-à-dire voilà, être agréé par je sais pas, l'ARS ou des choses comme ça. C'était un parcours du combattant et puis on n'a absolument pas la légitimité. Aucune de nous, Virginie ou moi, n'est médecin ou psychiatre. Voilà, on vient pas de ce milieu-là. Tout ce qui était Il faut quand tourisme. même préciser qu'il y a plusieurs médecins qui interviennent. Il y a des psychothérapeutes. Si mes souvenirs sont bons, il y a un super ostéopathe. Il y a quand même tout un corps médical autour de vous, même si vous n'êtes pas titulaire de ces diplômes-là, vous n'êtes pas toute seule non plus, hein. Alors tout à fait. Et en même temps, tu vois, on a vraiment choisi de ne pas du tout mettre un orteil dans la sphère médicale parce que il y a plein de contraintes à partir du moment où tu appartiens à cette sphère-là. Donc, par exemple, la médecin qui est partenaire, qui vient souvent dans nos séjours, vient en tant qu'aromathérapeute, qui est sa deuxième casquette, et pas officiellement en tant que médecin. Parce que sinon, voilà, on serait soumis à un tas d'inspections qui auraient pas de sens en fait dans notre pratique. Et simple tourisme, là, on se heurtait aussi à, ben, du coup, on est organisateur de séjours, de voyages, donc toute la législation des agences de voyage qui est très lourde en fait. Et ça, c'était pas non plus adapté puisque c'est pas vraiment ce qu'on fait. Donc voilà, est-ce qu'on est un hôtel, etc. Non, pas du tout. Donc finalement, centre de formation, c'était ce qu'il y avait de plus accessible. Ça correspondait à notre milieu d'origine puisque Virginie et moi venons du monde de l'entreprise. Donc c'est ce choix qu'on a fait.
Et c'est quoi les qualités ou les soft skills, les compétences douces qu'il t'a fallu ou qu'il vous a fallu activer pour ce parcours de levée de fonds, Ouais, ce alors, parcours du combattant? je vais dire, pour moi, la qualité première, quand, on veut innover, qu'on est dans un secteur qui est pas toujours simple, c'est quand même la persévérance. C'est-à-dire qu'au début, les gens vont trouver l'idée super intéressante, mais, ne savent pas, en fait, par quel bout la prendre, comment t'accompagner et cetera. Donc, c'est normal, en fait, que ça soit compliqué et long pour trouver sa place. Par rapport à, par exemple, créer une entreprise innovante sur un concept innovant, c'est clairement très différent que de reprendre une entreprise existante, par exemple, ou développer une franchise, ou même créer une entreprise dans un secteur qui existe déjà. Donc, c'est pour ça que c'est plus long et plus compliqué. Et si vous persévérez pas, ben, sauf grand coup de bol, hein, c'est sûr qu'il y a des gens qui abandonnent parce que c'est un parcours du combattant. Et en même temps, il y a toujours des petits pas qu'on peut faire. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on a eu le sentiment d'être bloqué, on s'est dit quel est le pas qu'on peut faire qui ne nous coûte pas trop de temps et d'argent et qui a la plus grande chance de se rentabiliser rapidement, puisqu'on n'avait pas accès au financement. On a été obligé de réfléchir comme ça. Et je te donne une illustration. Pour démarrer avec des séjours, alors j'ai régulièrement des gens qui m'appellent, qui me disent, ben voilà, j'aimerais bien moi aussi organiser des séjours, mais j'ai pas d'argent pour acheter un lieu. Je dis, mais moi non plus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au tout début, c'est que je suis allée voir des gens que je connaissais qui avaient un gîte. Je leur ai dit, ben, est-ce qu'il y a des semaines dans l'année que tu es quasi certain de ne pas remplir? Est-ce que je peux te réserver ces semaines-là? Si jamais j'ai du monde, tu me factures. Si j'ai personne, tu me factures pas. Est-ce que c'est OK? Donc, ils m'ont dit oui. Donc, je me souviens, hein, c'était en 2018, ils m'ont donné 3 semaines qui étaient hors vacances scolaires, enfin des semaines pas incroyables. Et donc, je me suis dit, allez, je tente. Donc, j'ai fait un peu de pub sur Facebook. J'avais mis un budget, voilà, je m'étais calé un budget. J'en ai parlé autour de moi et j'ai réussi à remplir suffisamment ces semaines pour pouvoir les rentabiliser sans me payer, hein, soyons très clairs, mais au moins pas perdre d'argent. Donc en fait, ça m'a permis de valider le concept avec des vrais clients pour une somme toute hyper raisonnable et sans prendre de risques. Donc évidemment, si tu te dis, ben, pour faire des séjours, il faut acheter un super lieu, euh, cette première étape, à moins que tu aies une fortune personnelle, tu vas pas la franchir. Donc les gens vont dire, dommage, je peux pas faire ce projet. Donc voilà, première étape. Ensuite, deuxième étape, quand on en était à faire une semaine par mois à peu près, on s'est dit, ben, on pense qu'on peut faire 2 voire 3 semaines par mois. On a fait nos calculs et on s'est dit, à ce compte-là, en fait, on pourrait louer un lieu sur quelques mois d'affilée et négocier un tarif mensuel qui nous coûterait moins cher que le tarif à la semaine. Et si on ne remplit que 3 semaines, et ben c'est rentable quand même. Et 2 semaines, on ne gagne pas d'argent, mais on n'en perd pas. Donc, c'est là où on a été voir des petits châteaux dans la région. Et pareil, on leur a dit, est-ce qu'il y a des mois de l'année où vous êtes fermés? Et oui, il y en a beaucoup parce qu'on est en Bourgogne, la saison touristique est courte. Donc finalement, on a pu comme ça accéder à des lieux qui n'étaient pas à vendre. Et donc, avec très peu d'argent et très peu de risques, on a pu lancer et présenter des bilans positifs à notre banquier pour emprunter de l'argent avec l'aide de notre Love Money comme fonds propres. Donc aujourd'hui, ben, pour lever des fonds, c'est tout à fait une autre histoire. Enfin, je pense hein, qu'on a un autre profil, puisque ça y est, on a prouvé qu'on était capable de faire notre premier lieu. Que là cet été on est complet, archi complet jusqu'à tout l'été et que bah voilà on a notre équipe donc on peut montrer aux banquiers que on a réussi cette première épreuve et aux investisseurs potentiels dire bah voilà regardez on est rentable depuis 2 ans, notre premier lieu, il n'y a déjà plus la place, donc est-ce que vous voulez bien être partenaire du deuxième, du troisième, voire du 18e un jour. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure qu'est la levée de fonds? Euh, hmm, c'est long. C'est important de se renseigner avant, chose que j'ai insuffisamment faite, hein, sur quels sont les types d'investisseurs qui existent sur la place, quelles sont les attentes des uns et des autres. Et en fait, pas perdre de temps avec des fonds qui, clairement, ne sont pas dans la même vision que nous. Nous, par exemple, on n'est pas du tout là pour faire un coup
c'est-à-dire, créer un truc qui va exploser en 5 ans, puis la revendre. Donc il y a des fonds qui cherchent plutôt ça et c'est pas la peine d'aller les voir. Voilà, c'est juste on fait pas le même métier, enfin on n'a pas la même vision du monde plus exactement. Voilà, donc ouais, surtout ça. Et puis, ben, que plus on peut bootstrapper loin, plus on arrive avec des billes qui permettent de mieux négocier aussi. Est-ce que tu aurais un souvenir, une anecdote, une situation incroyable vécue depuis que tu as créé Human Tempo, quelque chose de marquant, de singulier, d'original? Ouais, bah, écoute, quelque chose que j'aime bien raconter, c'est que, en termes de profil, des fois, on a des gens très différents qui se croisent. Notamment, je me souviens d'une césure où, il y avait à la fois un banquier, suisse qui habitait à Dubaï et des instits de la banlieue chaude d'Amiens, qui avaient été envoyés par la MGEN. Donc, qui se croisaient tous les 2 dans une de nos césures parce que, bah, ils étaient tous en burn-out. Donc il y avait la Ferrari de l'un garée à côté de la Clio de l'autre. Et en fait, les deux avaient beaucoup de préjugés en fait sur le monde des autres. Et en fait, à la fin de la césure, bah, rapidement, en fait, c'était deux êtres humains simplement. Et ça les a fait beaucoup évoluer. Ça leur a ouvert l'esprit sur ben, d'autres milieux que le leur. Et ça, je trouve ça, enfin en tout cas moi, ça me touche beaucoup de voir à quel point on peut redevenir frères et sœurs très vite à partir du moment où tu laisses tomber les masques et où tu acceptes ta vulnérabilité et celle de l'autre. Donc voilà, ça c'est une anecdote qui m'avait beaucoup touchée. Si tu regardes ton parcours, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Ouais, bien sûr. Alors, pour moi, ma plus grosse erreur, ça a été, lors de ma première aventure entrepreneuriale, de m'associer avec, la mauvaise personne. Parce qu'en fait, bah, en l'occurrence, moi, j'étais évidemment issue d'un parcours plus commercial et à l'époque, on disait, les investisseurs disaient: «Bah, il faut trouver un associé qui soit, différent de vous, complémentaire. Si toi, tu es commercial, bah, faut que l'autre soit, technicien». Donc je me suis associée avec une styliste et en fait, c'est évident que je n'ai pas du tout les clés pour identifier qu'est-ce qui fait une bonne styliste et surtout qu'est-ce qui fait qu'une styliste est adaptée pour travailler sur ce projet-là et avec moi. Donc je pense que vraiment on a toutes les deux commis une erreur et on s'est un peu accroché en fait pendant 8 ans l'une à l'autre pour plein de raisons. Euh, à mon sens, c'est ce qui a fait que la structure n'a pas perduré in fine. Bon, on a quand même tenu 12 ans. Mais voilà, on avait au final des aspirations très différentes, même si au début, ça ne se voyait pas. Voilà, donc mon conseil, c'est associez-vous plutôt avec quelqu'un qui vous apporte quelque chose humainement, on en revient à l'humain, qui est complémentaire de vous, plus dans sa manière d'être, dans dans ses compétences, oui, mais surtout qui apporte de l'équilibre à votre structure. En fait, c'est ce qu'on a fait avec Virginie. C'est-à-dire que toutes les deux, on est en fait un peu interchangeables sur plein de choses. Et donc, on se comprend, on est en mesure d'évaluer si l'une ou l'autre fait les choses correctement ou pas. Et en même temps, ben, elle, de par sa personnalité, elle va être beaucoup plus portée sur mettre tout le monde en sécurité, y compris la structure. Voilà, enfin, garantir que tout soit bien rangé, bien à sa place. Et moi, je vais être celle qui a des idées farfelues régulièrement. Et en même temps, j'accepte tout à fait qu'on me dise que c'est pas la bonne idée au bon moment. Donc voilà, je m'occupe de facto plus du commercial marketing quand elle va s'occuper plus de tout ce qui est gestion, administration et structuration. Et pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches quand c'est dur? Tu nous as parlé de tes premiers gîtes, que tu ne te payais pas. Où est-ce qu'on trouve la flamme? Où est-ce que tu l'as trouvée à l'époque et où est-ce que tu la trouves encore aujourd'hui pour persévérer, pour ne rien lâcher? Écoute, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Vraiment, les histoires de création d'entreprise, ça me passionne. C'est depuis très longtemps, même quand j'étais en école, ben, j'ai créé deux associations. C'est là où je me sens vivre, en fait. Ça me donne de l'énergie, ça me remplit.
parfois trop. J'arrive pas à m'en empêcher et je pense que c'est bonne définition d'une passion. Donc on peut pas lutter contre, autant y aller et moi ça m'éclate donc je regrette absolument rien. Le tout c'est de savoir piloter ça avec un niveau d'énergie fluctuant. Donc parfois aussi accepter de faire quelques pas de côté et de se reposer. Voilà. Respecter son tempo. Mais tu as tout compris. C'est quoi c'est quoi les grands accomplissements, les grandes satisfactions dont tu es fière et qui te font dire que tu as bien fait de tenir parce que là, ça y est, Ouais. tu vois que ça se matérialise, ça se concrétise. Franchement, ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est quand je reçois un mail 1 an après, par exemple, de quelqu'un qu'on a accompagné et qui nous explique que maintenant ça va beaucoup mieux, qu'il a accompli telle et telle chose dont il n'aurait même pas osé rêver quand la personne était avec nous, qu'il trouve que Human Tempo a joué un rôle clé dans son parcours et c'est pour ça il ou elle nous écrit. Donc ça, je me sens au cœur de ma mission et je me dis que ça en vaut la peine, quoi, vraiment. Merci beaucoup Rachel Liu, cofondatrice de Human Tempo et coach. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est de ne pas se caler sur le rythme de ses investisseurs, mais bien de rester focus sur son propre rythme de développement. La clé, c'est de bootstrapper le plus longtemps possible pour arriver plus fort ultérieurement lors de votre levée de fonds. Le deuxième point, c'est qu'une des clés pour bien conduire sa levée de fonds, c'est la persévérance. Vous allez prendre de nombreuses portes dans la figure pendant votre parcours du combattant qu'est la levée de fonds. Alors armez-vous de patience et n'abandonnez pas après la 15e ou 20e fois où on vous dit que c'est non. Et enfin, le dernier point clé, c'est que si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, cherchez plutôt une personne avec qui vous vous entendez bien humainement et pas nécessairement quelqu'un qui a des compétences que vous n'avez pas. Parce que les compétences, on peut toujours les acquérir d'une manière ou d'une autre, alors que les valeurs, on les porte en nous, ou on les incarne, mais on ne peut pas les acquérir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.